Et c'est l'heure de l'Info Éco avec Christophe Doncet. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. On va parler ce matin de la Chine, où un géant de l'immobilier est en train de vaciller. Oui, on en parle très peu ici en Europe et pourtant l'affaire a de quoi inquiéter, bien au-delà d'ailleurs des frontières de la Chine. Le nom de ce conglomérat, c'est Evergrande. Sa dette avoisine les 260 milliards d'euros. 260 milliards d'euros, pour vous donner une idée, Pauline, c'est autant que la dette d'un pays comme le Portugal. C'est plus que le produit intérieur brut du Portugal, et 260 milliards, dont 35 milliards à rembourser dans les 12 prochains mois. Le groupe a déjà prévenu qu'il aurait du mal à honorer ses engagements sans un important renfort de ses finances. La plupart des agences de notation, que ce soit Standard & Poor's, Fitch, Moody's ou encore les agences chinoises, ont tiré ces derniers jours, ces dernières semaines, la sonnette d'alarme en abaissant la note du groupe. Résultat, eh bien, le titre d'Evergrande a dégringolé en bourse depuis le début de l'année. Il est coté à la bourse de Hong Kong et son titre, vous le voyez, a perdu 76% depuis le 1er janvier. Pourquoi est-ce si inquiétant ? Parce que Evergrande, c'est le numéro 2 chinois de l'immobilier et qu'une éventuelle faillite pourrait avoir un retentissement gigantesque. D'abord, des centaines de chantiers sont déjà aujourd'hui un peu partout à l'arrêt dans le pays, ce qui signifie que certains particuliers ne seront pas livrés, en tout cas pas tout de suite, et avec beaucoup de retard. Et puis le groupe emploie 200 000 personnes directement. Si on y ajoute l'ensemble des sous-traitants, il fait vivre indirectement plus de 3 800 000 personnes. Alors vous imaginez, ça fait du monde, sans parler des fonds d'investissement, des banques, y compris des groupes internationaux, qui ont des positions dans Evergrande, comme BlackRock ou Allianz, et qui pourraient se retrouver en difficulté en cas de défaut. L'onde de choc serait donc terrible. Et pour bien comprendre, il faut revenir sur l'histoire de ce groupe. Oui, c'est un groupe qui naît en 1996, fondé par l'homme d'affaires Xu Jianyin, qui fait partie de ces dirigeants aux ambitions folles, un peu comme un Jack Ma ou comme Wang Junlin, le fondateur de Wanda. Il est aujourd'hui le 5e homme le plus riche de Chine. Il a été un temps d'ailleurs l'homme le plus riche de Chine. Il fait partie des 55 hommes les plus riches du monde. À l'origine, effectivement, Evergrande, c'était un simple groupe immobilier contenu à la ville de Canton. Mais très vite, il grossit et il construit des immeubles aujourd'hui dans pas moins de 280 villes en Chine. Et puis surtout, depuis quelques années, il dépasse son secteur d'origine d'immobilier en se diversifiant dans un tas de domaines. Les parcs d'attractions, il est fournisseur d'Internet, il a aussi des assurances. Il se lance même depuis quelques années dans les voitures électriques avec pour ambition de devenir plus important encore que Tesla. Rien que ça, sans jamais pour le moment avoir commercialisé le moindre modèle. Il est aussi le propriétaire d'un club de football, le Guangzhou Football Club, qui n'est pas n'importe quel club en Chine. Il est entraîné par un certain Fabio Cannavaro, qui est l'ancien capitaine de l'équipe d'Italie en 2006, lorsque l'Italie avait battu l'équipe de France en finale. C'était le capitaine de cette équipe, devenu championne du monde. Et puis la folie des grandeurs du PDG ne s'arrête pas là, puisqu'il est en train de faire construire un nouveau stade pour ce club de 100 000 places, pas moins, et avec un budget colossal, la modique somme de 1,6 milliard d'euros. Et finalement, le groupe symbolise les années folles en Chine où on construisait à tout va. Oui, où ces gratte-ciel apparaissaient un peu partout dans le pays, dans des villes comme Shanghai, comme Shenzhen ou comme Canton, et où les entreprises s'endettaient sans limite, car Evergrande n'est pas le seul rhinocéros gris, comme l'appellent déjà les médias chinois. Depuis 4 ans, les conglomérats comme lui n'ont cessé de s'endetter et selon la COFAS, la dette des sociétés non financières en Chine atteignait 170% du PIB en 2020 contre 110% 10 ans plus tôt. En Europe, on est plutôt autour de ces 110% et on dit déjà que c'est beaucoup trop. Donc on imagine 170%, c'est énorme. Résultat, les défauts aussi se multiplient. En 2020, ils sont montés à plus de 15 milliards d'euros contre moins de 3 milliards, 2,5 milliards d'euros en 2017. Comment réagissent les autorités chinoises ? Eh bien, un peu comme aux États-Unis en 2007, car finalement, ça fait penser toute cette histoire un peu à ce qui s'est passé en 2007 aux États-Unis, cette crise des subprimes. Eh bien, le pouvoir chinois reste très attentif et surtout, personne n'imagine aujourd'hui que le pouvoir central n'intervienne pas pour sauver le groupe qui est devenu, pour reprendre une expression justement de cette crise des subprimes de 2008, too big
to fail, trop grande pour faire faillite. En cela, il y a peut-être de quoi être rassuré. D'ailleurs, on voit des instituts de crédit qui accordent un peu plus de temps, c'est le cas ce matin, au groupe pour rembourser sa dette. Ceci dit, le pouvoir chinois se saisit aussi de cette affaire pour reprendre en main le secteur immobilier et plus généralement les grands groupes. Il a tapé du poing sur la table et il a exigé de ces entreprises qu'elles se désendettent massivement, tout comme il est en train de reprendre le contrôle des géants des nouvelles technologies en Chine. Merci Christophe, c'était l'Info Éco.